Bonsoir. Nos terres agricoles sont en danger. Zones industrielles, grandes surfaces, lotissements qui poussent comme des champignons. C'est l'équivalent de 320 terrains de football rayés de la carte chaque jour. Conséquence, des agriculteurs expropriés, des jeunes qui n'ont plus les moyens de s'installer, des exploitations qui disparaissent et notre alimentation menacée. Notre enquête révèle comment nos terres agricoles sont devenues des produits commerciaux en or. Qui sont les investisseurs qui font main basse sur les terres et pourquoi l'État laisse faire? Terres agricoles, un business qui rapporte, c'est signé Laurence Deleur et Myriam Lai pour Antipode Productions. Des terres agricoles vendues à prix d'or pour des projets immobiliers. 260 000 € l'hectare ici en Bourgogne pour un futur centre commercial. À ce prix-là, on ne peut pas racheter, c'est pas possible. En France, la bétonisation gagne du terrain. La colère monte. Est-ce que vous voulez qu'un centre commercial sur 20 hectares de terrain de 27 000 m² à Tournu? Non! Il est là pour me surveiller à moi. N'est-ce pas? Les agriculteurs doivent aussi faire face à une nouvelle menace. De riches investisseurs placent leur argent dans la terre. Vous savez ce qui se dit, c'est pour défiscaliser? Ah, pas du tout, pas du tout. Quoi que je dise, quoi que je fasse, vous êtes toujours après moi à cac. Alors, je vois pas pourquoi qu'on va continuer de discuter. Des financiers parviennent à contourner les règles que l'État a mises en place. La loi est de notre côté, mais ça sert à rien. Qu'est-ce qu'on fait? Les grands perdants, ce sont les plus jeunes agriculteurs. Ils ont beaucoup de mal à s'installer. 10 000 € l'hectare, je peux pas l'amortir. D'un nom de la farce, ce sont les agriculteurs. De plus en plus chères, les terres agricoles sont confisquées par les plus riches ou disparaissent sous le bitume. On ne cultive plus une terre qui a été bétonnée. Tournu, en Bourgogne, fêtera en 2019 le millénaire de son abbaye romane. Si les pierres traversent le temps, les terres agricoles, elles, disparaissent, car la ville s'étale. À l'entrée nord de Tournu, coincé entre la voie de chemin de fer et la bretelle d'autoroute, 20 hectares de champs, l'équivalent de 25 stades de football, sont menacés par un hypermarché Leclerc. Alors, un collectif de citoyens s'est créé. Est-ce que vous voulez qu'un centre commercial sur 20 hectares de terrain de 27 000 m² à Tournu? Non! En avril dernier, 500 personnes battent le pavé pour s'opposer au projet. Vive Tournu, vive la démocratie et vive le Tournugeois vivant. Bonjour. Enchanté. À la tête de ce collectif, un pharmacien, Bertrand Vaux. Cette future grande surface, il s'y oppose. Tournu compte déjà 4 supermarchés et un hypermarché. Pour seulement 6 000 habitants. À Tournu, nous avons 3 fois plus de surface commerciale, de grandes surfaces commerciales par habitant que la moyenne nationale. Tout le monde sait que ce nouveau supermarché, hypermarché, on ne sait plus, il est inutile. Tout ça pour répondre aux intérêts de ces multinationales de se faire la guerre entre eux. Et donc, qui est-ce qui paye les dégâts collatéraux? Les agriculteurs, les commerçants et les générations futures qu'on est en train d'amputer quand même de leurs terres agricoles. Les opposants s'inquiètent aussi de la concurrence du futur hypermarché sur les commerces du centre-ville, déjà fragilisés. Dans certaines rues, la mairie a remplacé les rideaux de fer des boutiques fermées par des trompe-l'œil. Ici un café, là une pâtisserie ou un marchand de jouets. Mais il y a un homme dont la vie est déjà bouleversée par ce projet. Depuis 40 ans, Michel Raguier loue et cultive ses parcelles très fertiles. En tant que locataire, c'est lui qui est normalement prioritaire pour acheter les terres. Encore faut-il en avoir les moyens. On vous a pas proposé de racheter vous-même? À ce prix-là, on ne peut pas racheter, c'est pas possible. Le prix de la terre, c'est combien normalement? C'est environ 6 000 €, là. C'est bien payé, 6 000 € l'hectare. Et là, c'est? Et là, c'est à raison de 260 000 l'hectare. 260 000 € l'hectare. C'est difficile à digérer, évidemment, quoi.
On ne peut pas empêcher les gens de vendre leurs terrains s'ils ont envie de les vendre. Hein. Surtout quand le montant proposé est 43 fois supérieur au prix moyen des terres agricoles dans cette partie de la Bourgogne. Celui qui peut débourser une telle somme est promoteur, Alain Landais. Son intérêt, une fois les terres aménagées, il va pouvoir les revendre au moins le double de leur prix d'achat. De belles plus-values en perspective, mais à une condition, que la mairie rende ce terrain constructible à court terme. Le 23 novembre dernier, lors d'un conseil municipal, c'est chose faite. La majorité du conseil municipal de Tournu a voté pour la modification du plan local d'urbanisme, le PLU, rendant possible la bétonisation des 20 hectares. Ce jour-là, Julien Farama et les 5 autres élus d'opposition ont prêché dans le désert. Le vote du 23 novembre, il était terriblement engageant pour l'avenir des terres agricoles et pour l'avenir de la ville de manière générale. Le promoteur pourra acheter aux propriétaires privés des parcelles tous les terrains qui lui conviennent. Et faire ce qu'il veut. Et faire exactement ce qu'il veut, à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans, ne pas tenir les engagements qu'il a pris sur le projet. Le promoteur Alain Landais est un homme d'affaires millionnaire, déjà propriétaire de plusieurs magasins Leclerc en région lyonnaise. Ce projet privé est porté par le maire de Tournu en personne, Claude Roche. Dans son programme électoral, il s'engageait pourtant en 2014 à sauvegarder les zones agricoles. Deux ans plus tard, sur ces images, Claude Roche parle création d'emplois pour justifier son soutien au pôle commercial. Ce pôle va créer 400 emplois. 400 emplois promis, mais le pôle pourrait aussi en détruire. Ce risque, la mairie ne l'ignore pas. Elle a commandé cette étude à un cabinet indépendant. Elle conclut que le projet Leclerc pourrait entraîner un risque de fermeture d'un des supermarchés existants. Ce document n'a pas été rendu public. Claude Roche a accepté de nous recevoir. Il minimise la portée de l'étude. Un supermarché devra disparaître si le Leclerc voit le jour. C'est écrit noir sur blanc. Oui, enfin ça, moi les études, je veux bien. Les études, elles se transforment pas toujours dans la réalité. Hein. C'est vous qui l'avez commandé, cette étude? Oui, on l'a commandé. On a commandé une étude, oui. C'est-à-dire vous remettez en cause le sérieux de... Je ne remets pas en cause le sérieux de l'étude. Je vous dis simplement qu'une étude qui a été faite il y a 6 mois, aujourd'hui, 6 mois après, on est dans un monde où l'économie bouge en permanence. En permanence. Un centre commercial qui relancerait toute l'économie locale? Pour savoir si ça marche, il suffit de rouler 15 km vers le nord, direction le village de Lus. C'est Bertrand Vaux, le président du collectif de citoyens, qui nous y conduit. Donc nous sommes partis de Tournu il y a 17 minutes et nous arrivons au Leclerc de Lus. Cet hypermarché a été bâti en 2012, détruisant 7 hectares de terres agricoles. La municipalité de l'époque a souhaité créer cette zone en disant que Leclerc était une locomotive pour la zone et qu'elle allait créer beaucoup d'emplois, faire venir des entreprises et faire venir des activités commerciales. Donc le même discours qu'à Tournu? Et à peu près le même discours qu'à Tournu, en plus petit quand même. Tournu, c'est plus pharaonique que Lus. Donc vous voyez, quand on arrive, on entre par une friche commerciale. C'est-à-dire qu'il y a des milliers de mètres carrés de surface commerciale, ici, à l'entrée, qui n'ont jamais été louées. Certaines ont été louées à un magasin de bricolage qui a fermé depuis 2 ans et demi et qui n'a jamais trouvé de successeur. Et ici, depuis 2012, personne n'est jamais venu s'installer. Tout le monde est favorable aux créations d'emplois, mais il faut que ces emplois ils soient réfléchis, ils soient de qualité. Il faut surtout qu'ils existent réellement et qu'ils n'en détruisent pas d'autres. Pourquoi ce qui n'a pas marché à Lus fonctionnerait-il à Tournu? Retour à la mairie.
À une quinzaine de kilomètres d'ici, à Lue, il y a eu aussi un promoteur avec un centre Leclerc et qui devait installer aussi des entreprises. Et finalement, il n'y a absolument aucune entreprise qui s'est installée. Moi, je vous parle. Qu'est-ce que vous craignez pas? C'est la même chose qui se passe. Non, mais je ne sais pas ce qui s'est passé à Leclerc. Je ne peux pas vous dire ce qui. Vous devriez aller voir quand même, c'est à 15 km. Oui, non, mais comme bon. c'est le même type de projet, c'est. Enfin, moi, je vous dis, je connais le projet de Tournu au fur et à mesure de son avancement, c'est tout. Et ça me suffit largement dans les autres projets. Voilà. Vous n'avez pas cité une seule entreprise qui veut s'installer? Je ne vais pas vous citer les entreprises qui vont s'installer. Ce serait un argument de poids. Non, mais je sais pas. Vous allez voir le. Bon, c'est pas moi le porteur du projet. Vous allez voir le porteur du projet, puis vous le questionnez là-dessus, puis il vous répondra. Moi, je n'ai pas à me répondre, me substituer. Moi, je regarde. Donc, vous lui faites une confiance absolue. Madame, je vous ai dit, madame, il y a une concertation avec eux. Nous avons justement cherché à interroger le promoteur. Oui, bonjour, monsieur Landais. Oui. Je voulais savoir s'il était possible de faire une interview avec vous. Non. À ce sujet. Non. Non? Refus donc. Il nous a cependant confié au téléphone qu'à ce jour, une seule entreprise s'était montrée intéressée pour s'installer dans la zone d'activité. C'est le premier mandat de maire de Claude Roche. Marqué à droite, il affiche pendant sa campagne électorale ses relations sur Facebook. Ramayad, mais aussi les Lyonnais Gérard Collomb ou encore Ludovic Giuly et Bernard Lacombe, deux anciens footballeurs. Car Claude Roche a fait sa carrière à Lyon. Il y a longtemps travaillé dans le BTP. Dans ses relations du milieu d'affaires lyonnais, le promoteur Alain Landais. Une proximité qui pose question à plusieurs élus d'opposition de Tournu, dont Julien Farama. On peut se demander si finalement c'est pas un intérêt plus particulier le concernant ou l'intérêt d'un certain nombre de personnes qu'il peut connaître, des opérateurs et des promoteurs tous issus du bassin lyonnais et de la région Rhône-Alpes. Donc on commence sérieusement à se demander s'il n'est pas venu en mission et que finalement il n'y a pas eu une opération de développement d'un business pour un réseau d'affaires à travers la ville de Tournu qui avait des finances relativement saines et qui pouvait se permettre d'engager un certain nombre de dépenses. Ce qui se dit, c'est que vous êtes une sorte de VRP du BTP lyonnais, que vous êtes venu là pour favoriser des marchés pour des entreprises. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Alors, je n'ai jamais rien favorisé du tout. Il y a des entreprises de Lyon, effectivement. Mais il y a des entreprises de Vaux-en-Velin, il y a des entreprises de Dijon, il y a des entreprises qui viennent d'ailleurs. Donc vous ne sentez pas le VRP? Ah mais absolument pas, et je vais vous fournir la liste si vous le souhaitez de toutes les entreprises. Une liste que Claude Roche ne nous a finalement jamais communiquée. Sa détermination à maintenir le projet Leclerc pourrait bien lui faire perdre la mairie. Ce 12 juillet, au conseil municipal, l'opposition est sur le point de tout faire basculer. L'histoire du Leclerc, vous êtes en train de le sortir du conseil municipal de Tournu, mais vous allez le faire rentrer par la fenêtre de la communauté de communes. Au fil des semaines, les arguments de l'opposition ont convaincu des proches du maire. Et certains vont le lâcher. Nous n'avons pas d'autre choix que de démissionner collégialement pour vous mettre dehors, provoquant ainsi des élections afin de rendre la parole aux Tournusiennes et aux Tournusiens. Ces nouvelles élections auront lieu dans 10 jours. Ce sont donc les habitants de Tournu qui choisiront de faire pousser du blé ou du béton au nord de la ville. Des centres commerciaux, des lotissements, des zones industrielles ou d'activités qui poussent comme des champignons. Confrontés à ces projets qui détruisent leurs terres, des agriculteurs s'opposent souvent aux élus, comme dans le Lot-et-Garonne, près d'Agen. Des élus qui ont tout pouvoir sur le plan local d'urbanisme. Les opposants les soupçonnent de confondre intérêt général et intérêt particulier. La justice cherche à y voir clair. Tous ces arbres-là, c'est moi qui les ai plantés il y a à peu près 25 ans ou 30 ans maintenant. Et là, ces arbres, ils sont destinés à ces arbres sont destinés à être arrachés. Il y a 1 an et demi, Joseph Bonotto a été exproprié. Toute sa vie,
cet agriculteur a cultivé sur ses terres des fruits et des légumes. Mais aujourd'hui, elles sont devenues un chantier pour les entreprises du TAG, le Technopole Agen-Garonne. Ça fait vraiment mal au ventre de voir ce qui se passe aujourd'hui. D'être considéré si peu dans l'échelle d'un pays, d'être considéré comme des moins que rien, de nous foutre dehors pour une autre idéologie. Ce dont il parle, c'est une zone d'activité censée créer 4000 emplois. Dans cette vidéo promotionnelle, ces concepteurs ont vu grand, très grand. À terme, le Technopole Agen-Garonne sera un des plus gros développements fonciers du sud-ouest de la France. Budget 65 millions d'euros pour 200 entreprises espérées. L'homme qui porte cet ambitieux projet, c'est le maire d'Agen. Et comme tous les élus, c'est l'argument de l'emploi qui est avancé pour justifier la destruction de terres agricoles. La question est simple, est-ce qu'on peut consacrer au secteur qui est le secteur créateur d'emplois pour la période qui arrive, 200 hectares, alors que dans l'ensemble du département, on a, écoutez-moi bien, 350 000 hectares en surface agricole utile. Voyez, donc ça, ce débat-là est un débat qui est surréaliste, si vous voulez, et pour nous, qui n'a pas lieu d'être. Un autre débat pourrait s'ouvrir, celui du coût du projet. D'après ce document interne de l'agglomération d'Agen, 12 millions d'euros de déficit sont d'ores et déjà prévus. Mais pour le maire, ce n'est pas un problème. Il sera toujours temps de s'adapter. On ralentira ou on accélérera l'opération suivant son succès commercial. Donc vous n'excluez pas de réduire la taille de la zone économique si ça fonctionne moins bien prévu? On sera, si vous voulez, sur cette conduite d'opération, on sera pragmatique. Et scénario extrême, si vraiment ça ne marchait pas, pourquoi pas réduire la taille du projet? D'autres réserves sont émises sur le projet. Dans ce courrier daté de juillet 2015, le département du Lot-et-Garonne estime qu'une quarantaine d'hectares, au lieu des 200 prévus, suffisent amplement à moyen terme. Une expertise que partage depuis longtemps l'ancien producteur de fruits et légumes. Je crois pas à cette grandeur de projet. La réalité de ce projet aurait été de 40 ou 50 hectares, mais ici, ce ne sont que des déplacements d'entreprises. Voilà ce qui se passe dans notre région. Alors qu'il y ait une usine de temps en temps qui naît, tant mieux, mais on n'a pas besoin de 210 hectares de terre. Voilà. Joseph Bonotto, figure historique d'opposition au projet, est aujourd'hui le spectateur vigilant d'un chantier qu'il n'hésite pas à interrompre au moindre problème. Pour l'agglomération d'Agen, il est l'homme à surveiller. Ce jour-là, un vigile est présent. En fait, vous êtes là pour surveiller le chantier, c'est ça, ou pour surveiller... Je ne répondrai plus à aucune question. Ben, moi, je vais répondre à sa place, il est là pour me surveiller à moi. N'est-ce pas? Vous êtes là pour me surveiller. Ben, depuis le temps, vous me l'avez déjà dit, alors répétez-le. Vous êtes là pour me surveiller, de toute façon, c'est pas vous qui êtes venu de votre propre initiative. L'agglo vous a envoyé pour me surveiller jour et nuit, 24 heures sur 24. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Joseph Bonotto mène un autre combat, juridique cette fois. Pour créer ce technopole, les élus de Sainte-Colombe-en-Bruylois, la petite commune sur laquelle il est implanté, ont modifié en 2012 le PLU, le plan local d'urbanisme. Ainsi, les terres agricoles sont devenues constructibles. Monsieur Péan, bonjour. Mais pour certains habitants, ce nouveau PLU, c'est une mauvaise surprise. Des cartes, voilà. Lorsque Joseph Bonotto a l'idée d'aller consulter le nouveau plan local d'urbanisme, il découvre qu'une partie des terrains de ses amis, qui étaient constructibles, ne l'est plus. Alors, le mien, il toi, est... Moi, tu étais ici. Je suis... Là. Donc, on voit bien qu'en 2006, tu étais constructible. Et si on reprend la carte de 2012, on voit bien que tu n'es plus constructible. Ça, c'est pour toi.
Si on prend ton cas à toi, ici en 2006 tu étais bien constructible, et ici en 2012 tu n'en es plus. Le terrain d'un habitant, par exemple, a perdu 140 000 € de sa valeur. En revanche, d'autres ont vu leur terrain inconstructible devenir constructible. Parmi eux, 6 élus de la commune ou un membre de leur famille. Si on prend les terrains ici à Gallia, où habite le maire, on s'aperçoit que toute cette zone était non constructible en 2006. Et bizarrement, en 2012, on s'aperçoit que tous leurs terrains deviennent constructibles. Et en plus, ils sont constructibles immédiatement puisqu'ils sont classés en 1 AU. Ça veut dire constructibles de suite. Et qui dit constructible de suite, dit prix qui grimpe. Un terrain agricole, ça vaut 1 €. Un terrain à bâtir, ça vaut 50 € en gros. Donc on a vite fait l'opération et quand on multiplie les hectares, c'est-à-dire au départ il y avait 25 hectares multipliés par 50 € du mètre, on voit que ça fait des sommes faramineuses. Joseph Bonotto et ses amis ont décidé de porter plainte pour prise illégale d'intérêt. Ils se demandent pourquoi leurs terrains à eux sont devenus inconstructibles. Pour avoir la réponse, il faut aller à Lyon, rencontrer leur avocat. Des textes législatifs récents limitent le grignotage des terres agricoles. Désormais, dans chaque commune, il faut obtenir un équilibre entre terres constructibles et inconstructibles. Voilà pourquoi, d'après Maître Tête, le bonheur des uns fait dorénavant le malheur des autres. Pour rendre ces terrains constructibles, on est de plus en plus obligé aujourd'hui de rendre inconstructibles les terrains du voisin. Ce qui ne se faisait pas il y a 20 ans. À 20 ans, les maires se rendaient leurs terrains constructibles, ça ne criait pas du tout, puisque ça ne gênait pas les particuliers. Bon, il va se faire de l'argent, oui, bon, il se fait de l'argent. Moi, ça ne me change pas ma vie. Tandis que là, dans ce dossier qui est très particulier, ça va me changer ma vie. Mon terrain constructible a perdu sa constructibilité. À Sainte-Colombe, nous avons souhaité interroger le maire, mis en cause dans cette plainte, car l'un de ses terrains cédés à son fils a été rendu constructible. À la mairie, on nous indique qu'il est souffrant. Nous décidons donc d'aller à sa rencontre. Le maire va refuser une interview filmée. Nous tournons en caméra cachée. Bonjour monsieur. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. En fait, j'ai appelé votre secrétaire qui m'a dit que vous étiez un peu souffrant. Alors du coup, comme j'arrivais pas à vous joindre... Ah, c'est vous Madame Deleur. Voilà. Voilà. Je voulais avoir un petit peu votre avis sur ce dossier-là, sur cette plainte. Donc vous reconnaissez aucun arrangement entre élus. Absolument. Ça fait quand même, ça va faire aujourd'hui 36 ans que je suis maire. Ouais. Je ne me suis jamais occupé d'urbanisme, pour ainsi dire, et je ne me suis jamais servi. Vous devez en venir. Bon, il s'est trouvé qu'il y a eu une équipe municipale qui a dit on développe le village, mais pour le développer, il faut des terrains constructibles. Ah, donc c'est les élus qui ont proposé que votre terrain soit constructible. C'est la commission d'urbanisme qui a proposé des terrains. Sans que vous demandiez. Je n'ai pas assisté à une réunion. D'accord. Je n'ai pas signé un document. Mais vous siégez pas à la commission d'urbanisme? Je ne siège pas, madame. Mais ça veut dire que vous vous occupez pas en fait de tout ce qui concerne l'urbanisme de la commune? Je ne m'occupe pas d'urbanisme de la commune. Mais vous décidez quand même, on vous informe. Non, je ne décide pas. Vous décidez de rien. Je laisse faire. Le maire affirme ne s'être jamais occupé d'urbanisme. Ce n'est pas le souvenir d'un de ses anciens adjoints, présent au moment de l'élaboration du plan local d'urbanisme de 2012. Le maire, est-ce qu'il faisait partie de la commission d'urbanisme? Oui. Ah d'accord, donc il participait aux réunions de la commission d'urbanisme, le maire? Voilà, oui, c'était une réunion de concertation où chacun donnait son avis, voilà. Les élus mis en cause sont actuellement entendus les uns après les autres par la police judiciaire. L'enquête suit son cours. En France, 50% du territoire est encore recouvert de terres agricoles. Mais en 10 ans, leur prix a triplé. En cause notamment l'arrivée de nouveaux investisseurs. Grâce à leur puissance financière, ils acquièrent des milliers d'hectares de terre. Première victime de cette concurrence et de cette envolée des prix,
les jeunes agriculteurs. Xavier a 26 ans. Il est salarié agricole, mais depuis 6 ans, il cherche à acheter des terres pour s'installer à son compte. Bonjour. L'hiver dernier, il trouve enfin 50 hectares, mis en vente derrière ce champ de tournesol. Dans ce département de la Vienne, le prix moyen de la terre est de 4 900 € l'hectare. Xavier en propose 6 000 aux propriétaires. Mais il se heurte à la concurrence implacable d'un gros investisseur. L'investisseur, lui, on a proposé un peu plus de 10 000 € de l'hectare. 10 000 € de l'hectare, je peux pas l'amortir. C'est beaucoup trop élevé pour rentabiliser ça avec des cultures traditionnelles. C'est un prix qui a plus que doublé en 4 ans. C'est-à-dire qu'il y a 4 ans, des terrains comme ça, on pouvait acheter ça entre 4 500 et 6 000 € de l'hectare. Vous avez essayé de raisonner le propriétaire? Évidemment, mais bon, c'est lui qui vend. Pour beaucoup d'agriculteurs, vendre ses terres, c'est rembourser ses dettes ou améliorer sa pension de retraite. Difficile dans ces conditions de résister aux propositions des investisseurs. Nous sommes allés à la rencontre du vendeur, qui a dit non à Xavier et oui à l'investisseur. Bonjour, je voulais parler un petit peu avec vous, je suis journaliste à France 3. Nous dissimulons son visage, puisqu'il n'a pas souhaité être filmé. Mais il a répondu à nos questions. Les jeunes à côté, c'est 6 000 € l'hectare qui m'en offraient. Et ça vous convenait pas? Non. Parce que? Vous vous rendez compte? 6 000 € sur 50 hectares au lieu de 10 000. Vous perdiez beaucoup? 200 000 €. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Et s'ils avaient été au même prix, vous auriez choisi qui? Le jeune. Parce qu'il est d'ici, mais bon. Vous connaissez le rendement de vos terres, vous? Oui. Les terres ici, elles valent 10 000 € l'hectare. Ça vaut ça ou pas? Aujourd'hui, non. C'est inamortissable, normalement. Des terres à ce prix-là. À ce prix-là, ces terres ne sont donc pas rentables. Mais qu'est-ce qui peut pousser l'investisseur à faire une si mauvaise affaire? Au cours de notre enquête, plusieurs interlocuteurs nous ont affirmé qu'ils cherchaient à payer moins d'impôts. Le vendeur va nous le confirmer. Alors comment il fait votre acheteur? Il faut qu'il claque 1,5 million par an. Qu'il investisse 1,5 million par an. C'est une histoire de fisc, oui. Des impôts, quoi. Il vous l'a dit? Oui. Donc il défiscalise comme ça? Comment ça marche? Il a une holding ou comment? C'est une société. Donc quand il achète... une société pour acheter les terres. Il a monté une société pour acheter les terres? Voilà. D'accord. Les bâtiments, il achète des maisons avec les fermes, enfin tout, quoi. Avec l'argent qu'il a. Et il ne fait pas de prêt. Cash. Cet acheteur n'est pas agriculteur. Il a fait fortune dans le transport, le dépannage et la mécanique. Le chiffre d'affaires annuel de ces différentes sociétés dépasse les 15 millions d'euros. Voici comment l'investisseur augmente sa richesse en achetant des terres agricoles. Quand il dépense son argent pour acquérir une terre, il réduit le montant de ses bénéfices imposables. Et donc, il paie moins d'impôts. Et si l'acheteur loue sa terre, il peut encore réduire le montant de ses impôts. Exemple, un investisseur achète une terre 100 000 €. Mise en location, sa valeur fiscale chute à 27 000 € et sera donc moins imposée. Jacques Pasquier est agriculteur dans la Vienne. Chargé des questions foncières et fiscales au sein de la Confédération paysanne, il dénonce ces pratiques d'optimisation fiscale. On en a 3 ou 4 des gros investisseurs comme ça dans la Vienne. Ces investisseurs sont des rapaces. Ces gens-là ne sont là que pour leur profit personnel. Et ça, c'est catastrophique. Et tant qu'on ne trouvera pas les solutions réglementaires pour mettre fin à ce genre de pratiques, eh bien, on regardera l'agriculture gérer ces crises d'année après année, puisque quand on fait monter le prix des terres comme on le fait,
l'activité agricole ne peut pas être rentable. Le transporteur qui investit a refusé toute interview. Voici les terres qu'il a achetées. Elles sont louées à une société agricole qui, en fait, lui appartient. L'autre actionnaire de cette société est cet agriculteur en pleine moisson, qui n'est autre que son propre fils. Il a seulement accepté qu'on filme ses champs. Nous enregistrons son interview à son insu. C'est ce qui se dit quand même sur les rachats de votre terre, que c'est pour défiscaliser. Ah, pas du tout, pas du tout. On fait ça pour, on cultive nos terres, quoi. Enfin, voilà. Quand même, vous avez beaucoup fait monter les prix dans le secteur. Ça c'est de la bêtise. Vous achetez à combien à peu près en moyenne? Je dirais dans les 5 000 € en moyenne. Voilà. Vous montez pas plus? Ça arrive des fois, mais voilà. Vous êtes monté jusqu'à combien? Je sais pas. C'est pas moi qui m'occupe de ça, après c'est mon père. Vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes qui attendent de s'installer et qui aimeraient bien acheter 50 hectares. Oui, mais ça je dis pas le contraire. Mais après c'est... Et ils peuvent pas s'aligner sur les prix que non, mais vous c'est... proposez. Alors, aussi les gens viennent nous voir parce qu'ils veulent surtout pas vendre à leurs voisins parce qu'il y a des histoires de génération en génération. Ils se font les pires crasses. Mais moi j'ai rencontré des propriétaires qui vendent et qui me disent que c'est parce que c'est plus cher. Ouais, non, ils préfèrent gagner plus d'argent. Il n'y a pas que ça. Ces achats au prix fort deviennent le prix de référence du marché des terres dans le secteur. Sur cette carte de la Vienne, chaque épi de blé, de maïs ou fleur de tournesol représente un achat de l'investisseur. Nous avons répertorié près de 600 hectares. Ces terres, jusque-là réparties entre une douzaine d'agriculteurs, sont désormais entre les mains d'un seul. En ce moment, c'est autour du village de Champagné-le-Sec que l'investisseur concentre ses achats. Un village de 215 habitants où il reste moins de 10 exploitations agricoles. Le maire s'inquiète. Ils étaient sur la commune voisine qui est Chaunet, là. Donc ils possèdent plus de 200 hectares, je crois, qui sont à eux déjà. Et puis là, ils sont en train de s'occuper de tout un secteur qui est là. S'occuper, c'est-à-dire d'acheter? Oui, oui, c'est ça. Est-ce que ça a des conséquences sur le village, sur la vie, momentanément, c'est trop récent. Mais bon, on voit bien qu'à long terme, si vous voulez, si on pousse cette logique au bout, il n'y a plus personne, quoi. Ça, c'est évident, puisque ces personnes n'habitent pas là, elles n'habiteront pas là, puisque elles opèrent sur un secteur de 20 ou 30 km. Vous craignez un renforcement de la désertification? Oui. La désertification, je crois que c'est pour beaucoup de gens, c'est acquis. Pourtant, il existe un gendarme chargé de réguler le marché des terres agricoles et d'empêcher la spéculation. C'est la SAFER. Il y en a une dans la Vienne, comme dans chaque département. L'arme principale de la SAFER, c'est le droit de préempter une terre en vente. Pour privilégier de jeunes acheteurs, la SAFER peut imposer une baisse du prix. Voilà pourquoi Xavier, le jeune agriculteur, a alerté la SAFER quand il s'est retrouvé face à la puissance financière du transporteur. Mais sans succès. Le directeur de la SAFER de la Vienne nous révèle pourquoi il n'a pas pu arbitrer en faveur du jeune agriculteur. Je vous en prie. À ce jour, la SAFER ne peut plus intervenir puisque les biens ne sont plus en vente. Ça veut dire que le jeune, on n'est pas en mesure à ce jour de le contenter. Et c'est vrai que c'est une frustration énorme pour ce jeune, dans la mesure où ça fait déjà plusieurs années qu'il est en attente. Le bien a donc été retiré de la vente pour échapper au contrôle de la SAFER. Mais l'investisseur et le vendeur n'ont en réalité pas renoncé. Ils envisagent un montage qui ne permet plus à la SAFER d'intervenir. C'est ce que nous a confié le vendeur. On a retiré les terres de la vente. Quand c'est comme ça. Il faut les présenter sous notre forme. Voilà comment ça se passe. Et ça suffit à contourner la SAFER? Oui. Qui est-ce qui vous a conseillé pour tout ça? C'est pour moi, c'est les notaires qui font ça. Ce notaire n'a pas souhaité nous répondre. Mais nous nous sommes procuré 2 actes de vente qu'il a rédigés. Ils permettent de comprendre
comment la SAFER est écartée. Donc ce sont des actes notariés signés le même jour par le même notaire. Il y a 2 actes de vente, mais l'investisseur achète un seul bien agricole. D'un côté, c'est ce premier acte. La holding de l'investisseur achète la nue propriété du bien. Dans le deuxième acte, l'investisseur en son nom propre cette fois achète l'usufruit, l'usage du bien. Le bien a donc été démembré. On a séparé la terre de son usage. Et donc je ne comprends pas pourquoi la SAFER n'est pas intervenue sur cette vente-là. Oui, effectivement, je constate et je connais ce type de dossier, effectivement. On n'a pas le droit de préemption dans la mesure où c'est pas la vente de la pleine propriété du bien. La totalité, donc. La totalité d'un bien. D'accord. La loi ne nous permet pas d'intervenir en préemption sur ces ventes en démembrement de propriété. On peut considérer que c'est véritablement réalisé pour détourner le droit de préemption de la SAFER. Le notaire qui a rédigé l'acte précise d'ailleurs: la présente mutation est exempte du droit de préemption de la SAFER. On ne cautionne pas ces montages. On encourage les professionnels, notamment les notaires, à ne pas entrer dans ces montages-là. Ils sont légaux ? On ne peut pas dire qu'ils soient illégaux. C'est plus une question de déontologie. Une déontologie pas toujours compatible avec les intérêts financiers des gros investisseurs. En plus des industriels et des riches agriculteurs, de nouveaux acheteurs surgissent sur le marché. Ils viennent de l'étranger et leurs motivations sont parfois mystérieuses. Au printemps 2016, une affaire défraie la chronique. Bienvenue et bonne journée. Les Chinois, on le sait, rachètent en masse sur la planète et en France des entreprises, mais aussi, et c'est nouveau, des terres, mystères et inquiétudes. France Info. 1700 hectares de terres agricoles rachetés par des Chinois dans l'Indre. Ces acquisitions massives en toute discrétion et à prix d'or remuent les esprits. Nous voyons des vents mauvais se lever sur le foncier agricole. Un cran supplémentaire a été franchi par l'achat par un fonds d'investissement chinois de 1700 hectares à Céréales dans le Berry, profitant de la détresse des paysans endettés. Quand les médias révèlent l'affaire, 1700 hectares de terres agricoles ont déjà été achetés par un groupe chinois sans que personne ne soit au courant. Un agriculteur de la région, Hervé Coupeau, prend alors la tête de la protestation. Il y avait une menace quand même sérieuse parce qu'ils avaient quand même un budget illimité. On voyait qu'ils achetaient des terres et avec de sources notariales, on savait qu'ils voulaient acheter 20 000 hectares sur le département de l'Indre. Alors c'était quand même une grosse menace, à la fois de faire monter les prix et à la fois d'exclure des jeunes agriculteurs, parce qu'aujourd'hui on a plein de jeunes agriculteurs qui voudraient s'installer, qui sont en manque de terre, donc c'était quand même par rapport à eux qu'il fallait bouger. Sur les exploitations achetées par les Chinois, seuls quelques salariés viennent cultiver la terre, lorsque c'est nécessaire, puis repartent. Plus personne ne vit ici. Certaines habitations sont à l'abandon. Des hangars s'écroulent. Comme il n'y a jamais personne, donc les terres sont faites, mais bon, il n'y a pas de vie, donc c'est des bâtiments vides, voilà, il n'y a pas... Ce qu'il faudrait, c'est de la vie, des gens, voilà, ce qui est important. Nous, ce qu'on veut, c'est des agriculteurs et des vrais. Avant d'acheter ces terres dans le centre de la France, le groupe chinois avait déjà essayé de s'implanter ailleurs. Nous avons découvert que tout a commencé dans le Gers, en 2014. Direction la petite commune d'Ordan-la-Roque. Voici les premières terres que le groupe chinois a convoitées. Près de 200 hectares de céréales. En février 2014, il contacte le propriétaire et s'apprête à conclure l'affaire. À l'époque,
Damien Rigade, un jeune agriculteur, est lui aussi candidat à l'acquisition de ces terres. Cela fait 9 ans qu'il cherche. Face à un tel concurrent, il craint de ne pas faire le poids. Quand j'ai vu qu'il y avait cette concurrence-là, oui, je me suis inquiété. Je me suis dit, c'est des gens qui ont sûrement des gros moyens financiers. Je me suis dit, vu que c'est l'argent qui fait un peu la police, on va dire. Au début, j'ai eu peur. J'ai dit, ils vont augmenter les prix, ils vont vouloir de suite les terres, ils vont vouloir les prendre, s'en accaparer. Comme c'est l'usage, la SAFER, l'organisme chargé de réguler le marché foncier agricole, est informée de la vente. Et elle décide d'intervenir. Bonjour. Bonjour. Au détriment des Chinois, la SAFER va choisir comme acheteurs 3 jeunes agriculteurs du coin, dont Damien Rigade. Là, il y avait des projets qui s'affrontaient, un dossier qui était porté par, malgré tout, une structure qui relève plus de l'agriculture de firme, et de l'autre côté, des projets de jeunes agriculteurs qui souhaitaient s'installer et développer un projet de vie. Et ça a été le choix de la SAFER, tout simplement. Cette première tentative est un échec pour les Chinois. Mais elle va leur servir à comprendre comment le système fonctionne, pour mieux le contourner. C'est un agriculteur qui va nous expliquer comment ils s'y prennent désormais. À Anjoin dans l'Indre, Christian Pro tente de vendre son exploitation depuis plus de 2 ans. 115 hectares vendus, 1 200 000 €. Le fruit de toute une vie de labeur. C'est toute une vie là qui part. Comment? Ah bah, qui part là? Oui, mais enfin c'est toute une carrière aussi. Enfin bon, je suis installé à 30 ans. J'ai vécu là, j'ai miséré pendant 33 ans. Et aujourd'hui, je voudrais bien profiter de la retraite. Il y a 2 ans, Christian Pro est approché par les Chinois. C'est un agent immobilier français qui fait l'intermédiaire. Et ce dernier a des exigences très précises. Il nous a expliqué comment les Chinois ils achetaient, donc il fallait faire une société, et ils achetaient des parts de société. Et dans quel but, à votre avis, ils voulaient monter Ça cette c'était, société? apparemment c'était pour supprimer la préemption de la SAFER. Il vous dit que c'est pour contourner la SAFER? Oui, c'était pour contourner la SAFER. Voici le montage. Le groupe chinois demande au vendeur de transformer le statut de son exploitation en société agricole. Le capital de cette société est alors réparti en parts sociales, qui sont ensuite presque toutes vendues à l'acheteur. Et à ce moment-là, on vous demande de vendre toutes les parts sociales? Il fallait que j'en garde un tout petit peu pour la loi, 1 ou 2%. Mais bon... Pour échapper à la SAFER. Voilà. Le vendeur garde au moins 1% de l'ensemble des parts. C'est la faille que les Chinois ont trouvée. La SAFER ne peut préempter l'achat d'une société agricole que si 100% des parts sont vendues. Ben voilà, oui. Finalement, Christian Pro trouve ce montage hasardeux et refuse de signer. Mais d'autres agriculteurs français vont eux faire affaire avec le groupe chinois. D'abord en Charente, avec cette exploitation d'une centaine d'hectares. Puis 6 autres exploitations réparties sur différentes communes sont vendues dans le centre de la France. L'Indre, l'Indre-et-Loire, le Cher et le Loir-et-Cher. Comment les Chinois gèrent-ils leurs terres au quotidien? Nous nous sommes procuré les actes notariés de ces ventes. Un certain Marc Fressange a été nommé co-gérant de ces fermes. Le siège social de la plupart de ces sociétés se trouve bien loin des exploitations, à 400 km plus au nord, en Normandie. Dans ce petit village de moins de 600 âmes, avec sa mairie, son bar faisant aussi office d'épicerie et son superbe manoir. Sur sa boîte aux lettres, une inscription attire notre attention. C'est quasiment illisible, mais il y avait bien écrit Plaine à Blé. Et Plaine à Blé, c'est le nom d'une des sociétés civiles d'exploitation agricole dont Marc Fressange est le gérant. D'après le voisinage,
Marc Fressange est parfois présent dans cette propriété. Il n'a rien d'un agriculteur. Diplômé d'HEC, cet homme d'affaires français exporte du vin en Chine. Il travaille désormais pour cet homme, Ke-Chin Hu, 371e fortune chinoise, selon le magazine Forbes, avec 1 milliard de dollars. C'est lui le dirigeant du groupe Reward, qui a acheté près de 2000 hectares de terres agricoles françaises. Son nom figure aussi sur les actes notariés. Pourquoi cet industriel chinois, qui pose fièrement dans la campagne française, a-t-il investi dans ces terres cultivables? Nous allons le découvrir avec Christophe Dequitte. Ce chef d'entreprise, spécialiste du monde agricole, a publié un livre sur les paysans du monde entier. Lors de son séjour en Chine, Ke-Chin Hu a tenu à le rencontrer. Ce dernier lui a révélé son passé de militaire et lui a expliqué qu'il était en mission pour le gouvernement chinois. Monsieur Hu m'a raconté effectivement qu'un jour ils ont été convoqués dans une salle et on leur a fait comprendre qu'ils allaient passer du stade général d'armée à général d'industrie. Le tout pour aller conquérir le monde. Et le gouvernement, dans ce capitalisme étatique, leur a demandé une mission extrêmement précise, c'est de pouvoir répondre à ce défi majeur de l'autosuffisance alimentaire. C'est ce que confirme ce rapport du groupe Reward, daté d'il y a quelques mois. Il est expliqué que les terres agricoles françaises ont été acquises pour répondre à l'appel du gouvernement central. La Chine doit nourrir plus de 20% de la population mondiale avec moins de 10% des terres cultivables. C'est impossible. L'État doit donc trouver des terres à l'étranger. Des entrepreneurs comme Ke-Chin Hu sont donc investis d'une mission vitale pour l'avenir de leur pays. Et ces moyens financiers sont colossaux. Je lui ai dit, mais vous savez, tout ça va vous coûter un peu d'argent. Et donc il m'a dit, c'est pas un problème, no budget. Et là, je me suis permis une remarque de chef d'entreprise que je suis, c'est de dire, mais un chef d'entreprise qui n'a pas de budget, c'est soit un inconscient, soit c'est quelqu'un qui ne sait pas gérer. Et là, un large sourire m'a dit, mais le budget, c'est le budget de l'État. Face aux investisseurs étrangers, aux investisseurs français, comment renforcer la réglementation pour protéger les petits agriculteurs de telles puissances financières? L'Assemblée nationale a tenté de le faire à plusieurs reprises, mais en vain. Le droit à la propriété l'a toujours emporté. Entre les deux tours de l'élection présidentielle, tous les agriculteurs ont reçu une lettre signée Emmanuel Macron. Alors candidat, il s'engageait à améliorer la transparence sur les transactions foncières pour lutter contre l'accaparement des terres. Dans les campagnes françaises, les agriculteurs se demandent bien comment le président de la République va s'y prendre pour tenir cette promesse. Et on poursuit le débat avec nos deux invités. Dominique Potier, député PS de Meurthe-et-Moselle. Vous êtes agriculteur. Bonjour. Et l'auteur d'une loi récente contre l'accaparement des terres agricoles. Bonsoir. Et Freddy Lesaut, vous êtes fils d'agriculteur. Vous présidez l'association Terre de Liens. Vous avez trouvé une solution pour lutter contre la spéculation. On va en parler. Mais tout d'abord, en quoi ça concerne tout le monde, la disparition des terres, Freddy Lesaut? Parce que tout simplement, nous en sortons. La vie... Tout ce que nous ingérons passe par le phénomène de la photosynthèse, qui a besoin de terre pour porter des végétaux. Et donc, il faut du soleil, de la terre arable, de bonne qualité, et de l'eau pour nous nourrir. Tout ce que nous ingérons sort de ce processus. Ça ne sort pas des supermarchés, ça sort de la terre. C'est pour ça que c'est important, mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il y a urgence ? Moi, je partage complètement l'avis de Freddy. La planète, c'est notre terre commune. Et la terre, son humus, eh bien, c'est la survie de l'humanité. Les questions du sol, de son partage et de sa protection, c'est un des grands sujets politiques du XXIe siècle. Où on choisira la sauvagerie, la barbarie, la prédation,
ou alors on aura une civilisation qui protégera ce bien commun. Donc on l'a bien compris, c'est l'alimentation, mais c'est aussi l'environnement, la biodiversité. C'est tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a vu dans le reportage, on a une vision du développement, de zones commerciales, etc. Ce développement n'existe que parce que nous avons eu une énergie abondante, bon marché, pétrole, charbon et gaz, qui nous ont permis de vivre comme on vit aujourd'hui. Mais sauf qu'on a atteint le sommet et on va atteindre le déclin. Donc tout ce qui est produit aujourd'hui par du pétrole, etc., ou alors boosté par le pétrole, comme l'agriculture avec les intrants, il va falloir le produire avec de la terre. Parce que la seule énergie qui se renouvelle tous les jours sur Terre, c'est le soleil. Et un des meilleurs capteurs solaires, c'est la terre agricole, capable de transformer la photosynthèse en matière organique, en matière énergétique, en matière végétale, textile, etc. Mais là, aujourd'hui, doit-on considérer qu'il y a danger ? Bien sûr. Il y a deux dangers. Il y a un danger qui est bien identifié aujourd'hui, je crois, dans la conscience des Français, des citoyens du monde, c'est l'artificialisation. Et puis, c'est les effets du changement climatique qui, dans des régions entières du monde, pourraient faire que des terres ne soient plus arables, qu'elles ne soient plus cultivables, qu'elles soient impropres à la culture, à l'agriculture. Mais il y a un deuxième phénomène qui est moins bien connu et que votre reportage met de manière extraordinaire en valeur, c'est la spéculation. C'est la prédation par quelques-uns de la propriété et de l'usage de la terre, ici, mais je tiens à le dire vraiment avec beaucoup de force, ailleurs. C'est l'équivalent de la surface de la France, 28 millions d'hectares qui ont été acquis par des fonds de pension, des multinationales, dans des pays fragiles, où il n'y a pas d'État protecteur, où il n'y a pas de paysannerie organisée. Et l'ONU dit que c'est aujourd'hui une source de misère et de violence supérieure aux guerres dans le monde. Donc le problème, c'est un sujet il est global, de souveraineté alimentaire, planétaire. c'est un sujet de paix et c'est un sujet de civilisation. Et alors vous, justement, Freddy Le Saux, vous avez trouvé une solution pour protéger ces terres. Expliquez-nous le principe de votre association. Alors déjà, on pense que la terre est un bien commun, comme l'eau ou comme l'air, c'est absolument vital, donc c'est un bien commun. Donc le citoyen doit avoir un regard sur l'usage de la terre. Et donc, comme vient de le dire Dominique, la terre, c'est un outil de spéculation, parce que comme elle est en quantité limitée, bien évidemment, tout ce qui est rare, on peut spéculer. Ça devient une dessus. marchandise. Ça devient une marchandise. Hein. Comme disait mon père, quand on est un paysan, la terre est un outil. Puis quand on est à la retraite, ça devient un bien. Et puis on l'a bien vu dans le reportage. Eh bien, si on peut le vendre 200 000 euros de plus, on le vend 200 000 euros de plus. C'est humain. Donc là, il va falloir veiller aux règles. Donc à Terre de Liens, on réunit des citoyens qui pensent que cette terre est un bien commun. Et ils mettent leur épargne dans une société foncière qui achète de la terre. Alors, si tout se passe bien, cette terre est définitivement achetée. Il n'y aura pas besoin de la racheter à chaque génération. Mais ils en font quoi après, ces citoyens qui achètent des terres ? On installe des fermiers qui sont dans cette agriculture paysanne et qui est beaucoup plus efficace que l'agriculture industrielle qu'on a vue, puisque cette agriculture industrielle fait une récolte par an de façon industrielle avec tous les inconvénients que ça présente. Donc nous, on est sur une agriculture paysanne, durable. Il signe un bail rural environnemental, donc il s'engage à avoir des méthodes respectueuses de l'environnement, de la biodiversité, etc., etc. Et quand ce fermier prendra sa retraite, eh bien on en mettra un autre. Il n'y aura pas besoin de racheter la terre à nouveau. Et donc cette terre est sortie de la spéculation définitivement. Mais ces gens qui achètent les terres, qu'est-ce qu'ils gagnent en échange ? Alors ils gagnent qu'ils protègent un bien commun, mais ils n'ont pas de dividende, bien sûr, puisque la terre agricole n'est pas le fermage n'est pas d'un rapport suffisant pour leur rétribuer un quelconque dividende. Mais c'est un engagement politique, bien sûr. C'est un choix de société de dire, nous, on pense que c'est très important de protéger la terre. Vous avez réussi à acheter combien d'hectares pour le moment ? Alors, la société foncière a une dizaine d'années, on a acheté un peu plus de 3000 hectares. Bon, par rapport à ce que font les Chinois, ça paraît dérisoire. Ouais, c'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau, mais ce qu'on veut, c'est aussi jouer sur l'imaginaire, qu'on prenne conscience que la terre est un bien commun et que la société, et donc on a besoin de législateurs... C'est plus pour le symbole ? C'est pas que le symbole, parce qu'on a quand même 200 fermiers, donc c'est pas que symbolique. Mais c'est pas nous tout seuls qui allons acheter la France, bien sûr. Donc il faut qu'on mette en marche ce changement d'imaginaire et que le citoyen prenne conscience de l'importance de la terre agricole. Dominique Potier, vous en pensez quoi de cette initiative ? C'est un bout de la solution, et moi je félicite tous ceux qui choisissent de mettre cet argent-là plutôt que dans la spéculation. Ils font vraiment un acte citoyen très fort. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est citoyen ? D'abord, choisir de là où on met son épargne. Il y a des tas de gens qui font des tas de discours. Moi j'aime bien les gens qui pratiquement font le choix d'un engagement à travers leur argent. Mais il faut peut-être prendre un petit peu de recul. C'est un bout de la solution, mais il faut comprendre d'abord le problème. Juste
Après la guerre, il y a eu une sorte de consensus dans notre pays et des lois ont été bâties pour acter ce consensus, pour dire que la terre n'était pas une marchandise comme les autres et qu'il fallait la réguler. Donc on a deux facteurs qui ont limité la spéculation du foncier, le fait qu'on ait une terre relativement peu chère en France par rapport à d'autres pays européens ou d'autres régions du monde. Et de qualité ? Et de qualité, ça c'est un don du ciel, ça. Mais le fait qu'on l'ait bien partagé, c'est un choix politique qui a été fait après-guerre dans un large consensus. C'est de moderniser l'agriculture, mais de le faire de manière équitable. Donc on a créé une puissance publique qui vient réguler le marché du foncier, une sorte de gendarme du foncier qui a un effet dissuasif et qui fait que lorsqu'il y a de la démesure, lorsqu'il y a un abus, la puissance publique, à travers la SAFER, des organismes, peu importe, peut intervenir et baisser le prix du foncier et surtout le donner non pas à celui qui en a le plus les moyens, comme on voit dans votre film, mais à celui qui en avait le plus besoin. Le jeune qui s'installe, la ferme petite ou moyenne qui a besoin de s'agrandir, on avait une régulation du marché foncier. Et puis par ailleurs, on avait dans notre pays un très fort attachement patrimonial. On gardait la terre de la famille pour la donner au frangin ou à la frangine qui s'installait. On faisait attention pour le fils. Bref, il y avait une sorte de valeur patrimoine. Et de ces deux éléments, le patrimoine et la régulation publique, la loi et ses instruments, ont permis pendant longtemps de lutter contre la spéculation. Et puis ça a changé. Dans les années 2010, il y a des lois qui se sont simplifiées. Il faut toujours se méfier des lois de simplification. Elles ont été des brèches pour les spéculateurs. Les spéculateurs. Donc il y a des failles qui sont apparues. Il y a des failles clairement qui ont été créées. On a baissé la garde au niveau de la puissance publique. On est devenu impuissant, on est devenu spectateur de toutes les dérives que votre reportage décrit si bien. Et je voudrais dire qu'il y a deux causes. Mais ça, on va y revenir après. Mais du coup, qui sont les responsables de ces dérives? Est-ce que c'est par exemple les maires, les élus qui sont aussi à l'origine de tous ces projets de bétonisation des terres? Alors moi, j'étais plutôt sur la spéculation, mais sur l'artificialisation, je crois que le Grenelle de l'environnement et les lois qui ont été votées après, je pense aux lois solidarité, renouvellement urbain et leurs différentes déclinaisons, on en a eu dans la dernière mandature, elles visent plutôt à retrouver la bonne échelle de régulation pour éviter les conflits d'intérêts et l'inflation de la compétition entre les communes ou la conflit d'intérêts personnel qu'on voit dans le film, un tel qui profite pour sa terre, etc. On a créé de nouvelles échelles de décision. Les schémas de cohérence territoriaux, chez nous, ils ont permis, en Meurthe-et-Moselle, dans le sud de la Lorraine, de diviser par deux les zones d'activité économique pour redevenir raisonnables et rendre à la biodiversité et à la nourriture les 700 hectares sur 1600. Mais revenons au concret, à la question des responsabilités. Vous, Freddy Lesaut, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce sont les maires, les élus qui sont responsables de la bétonisation? En partie, mais je ne vais pas leur jeter la pierre, parce que pour moi, le phénomène qui est en marche, c'est que dans notre société, je l'ai évoqué tout à l'heure, qu'est-ce qui régule notre société? C'est l'économie. L'économie prime surtout, et on oublie les lois de la physique, tout bêtement, et pourtant, c'est les lois de la physique qui ont leur dernier mot. C'est-à-dire que la nature, elle ne négocie pas, elle a tout son temps. Et un jour, elle nous dira qu'on a été trop loin, on a dépassé les capacités. Alors aujourd'hui, pour un maire, une terre agricole, qu'est-ce que c'est? Une taxe foncière agricole, c'est rien du tout dans son budget. Moi, je suis pas maire, mais bon, j'imagine que c'est pas grand-chose. Il vaut beaucoup mieux avoir une zone artisanale, au moins des pavillons avec une taxe d'habitation, une taxe foncière d'habitation. Donc, moi, je leur jette pas la pierre, c'est le système qui les pousse à ça. C'est-à-dire que la terre agricole n'est pas assez protégée dans ce système économique. Sa valeur n'est pas reconnue. Alors, on borde, on essaie de mettre des systèmes en place, mais comment résister à cette espèce d'appât du gain? On le voit bien dans le reportage, parce qu'il y a des gens qui sont gagnants là-dedans. Quand votre terre passe de 1 à 50, c'est la loterie assurée, quoi. Donc, comment cadrer ça? Et en même temps, les maires, effectivement, ils sont dans l'obligation de construire des maisons, des routes, de créer des emplois sur leur territoire. Les citoyens, les maires font ce que leur demandent les citoyens, c'est-à-dire une image du développement comme elle est aujourd'hui. Mais on a pris conscience, on a changé là-dessus. Il y a un changement de paradigme. On a changé d'idée parce qu'on sait très bien que c'est un jeu à somme nulle. C'est pas parce qu'on construit des zones pavillonnaires qu'on va avoir plus d'habitants. On va les déplacer éventuellement. Et puis c'est pareil pour les zones commerciales. On arrive à une sorte d'impasse. C'est-à-dire qu'il y a parfois une certaine mégalomanie des maires. Ou une compétition des acteurs économiques, mais qui est au détriment du bien commun. Donc on est en train de prendre conscience de tout ça. Il y a de nouvelles régulations et désormais ce ne sont plus la commune, mais la communauté de communes qui a autorité. Et vous avez été président d'une communauté de communes avant d'être député. J'ai été responsable d'un schéma de cohérence territoriale. Et vous, par exemple, vous avez été soumis à cette pression des promoteurs J'ai vu à l'œuvre ce bouleversement des idées et d'élus capables de rendre à la nature, à l'agriculture, des terres
Ils étaient dans une compétition les uns contre les autres pour avoir plus d'habitants ou plus d'entreprises. Or, ouvrir des zones d'activité, des zones pavillonnaires, ça ne crée pas les habitants et ça ne crée pas les entreprises. Donc on est en train d'en prendre conscience que ce jeu est un jeu assez bête et gaspilleur d'argent public et gaspilleur de biens communs. Donc on a un petit renversement qui est en train de se faire. Ce qu'on voit, j'espère, dans votre film, c'est un peu les scories d'une école, d'une période passée. Je crois qu'on est entré un peu dans un nouveau monde où la régulation du foncier, la protection du foncier est devenue vraiment une préoccupation de plus en plus partagée. Mais y avait-il une réelle pression? L'avez-vous ressenti, une pression des promoteurs? Bien sûr, et cette pression, elle n'est pas forcément... Moi, j'aime bien votre modération, Freddy, parce qu'elle n'est pas forcément dans la mégalomanie. Ça peut être le désir de protéger une entreprise qui va partir et de lui offrir une assise foncière pour qu'elle ne quitte pas le territoire. Derrière cette entreprise, il y a des salariés. C'est pas forcément attirer de nouvelles activités, ça peut être protéger une activité qui est présente. On a beaucoup innové sur notre territoire dans la reconversion de friches industrielles et de quartiers qui étaient à reconstruire la ville sur la ville, reconstruire une zone d'activité sur un ancien hôpital, sur une ancienne zone militaire, sur une ancienne usine. Eh bien ça vraiment, c'est le nouveau logiciel. Il faut apprendre à économiser la terre et à bâtir la ville sur la ville, l'économie sur l'économie et à protéger notre bien commun qui est la terre. Ouais, c'est une petite révolution, elle est en marche. Vous le disiez tout à l'heure, le problème c'est pas seulement la bétonisation, même les prix des terres cultivées explosent, on le voit dans l'enquête avec ce PDG d'un gros groupe de transport. On le voit avec l'État chinois qui vient acheter nos terres. Dominique Potier, vous qui avez enquêté pour élaborer votre loi, qui sont ces investisseurs qui font flamber les prix? Alors, pour le dire de façon un petit peu humoristique, les Chinois, en la matière, sont plutôt des lanceurs d'alerte. C'est un peu l'arbre qui pourrait cacher la forêt. Mais c'est ce qui a révélé au grand public de ceux aussi, qui concentrent le foncier. C'est ce qui a révélé, tout à fait. Ils ont été, vous l'avez dit, des lanceurs d'alerte. Ils nous ont d'ailleurs aidés dans le long combat législatif que nous avons engagé, dont j'étais le porte-parole, l'auteur des lois successives qui se sont égrenées pendant ce mandat. Ils ont été un accélérateur des lanceurs d'alerte. Mais il ne faut pas se tromper. Je le disais, je dis dans l'Assemblée avec humour, derrière un Chinois, il y avait 99 Gaulois. C'est-à-dire des personnes qui utilisent le même montage chez nous, dans notre pays, dans l'Hexagone, pour spéculer, s'agrandir de façon démesurée, concentrer les moyens de production. Quand des fermes s'agrandissent de façon démesurée, on perd de la valeur ajoutée, on perd de l'emploi et on perd de la plus-value écologique, on perd de la biodiversité. Tout le monde perd. Mais alors, qui achète ces terres? Qui investit? Qui spécule? Ceux qui en ont les moyens, ceux qui ont été privilégiés peut-être par le système économique passé ou qui ont des rentes issues d'autres sources économiques et qui veulent, à travers cet investissement foncier, exercer parfois leur passion, mais surtout une passion pour l'appât du gain. Je crois que c'est cet appât du gain. Et puis cette pari qui est finalement terrible sur le plan éthique, de 10 milliards d'habitants en 2050, d'une planète qui est limitée, et de faire de la Terre, qui devrait être le bien le mieux partagé sur notre planète, un objet de spéculation. Et vous, Freddy Lesaut, vous savez qui sont ces investisseurs? Non, on se doute. Enfin, il y a une chose, c'est qu'aujourd'hui, placer son argent dans la terre, on a expliqué qu'il y avait des mécanismes avec des avantages fiscaux, mais la terre, elle s'en ira pas. C'est peut-être plus sûr de le mettre dans la terre que chez les Man Brothers, par exemple. C'est un bon placement. C'est un placement, même s'il ne rapporte pas énormément. Quoique, on a vu qu'ils avaient des montages qui est quand même plutôt efficace. Mais c'est sûr que c'est un placement sécurisant, parce que la terre, elle disparaîtra pas. Donc, ça permet de payer moins d'impôts. Voilà, en plus il y a des montages fiscaux, etc. Et puis là, l'autre phénomène, le phénomène des Chinois, c'est une autre problématique. Il n'y a pas que le problème de placement, là. C'est-à-dire? Eh bien, alors si m'en réfère à un article d'Alternative économique, jusqu'en 2000, la Chine était autosuffisante d'un point de vue alimentaire. Seulement les Chinois, leur niveau de vie augmente et ils se mettent à adopter notre régime alimentaire. Donc plus carné, plus de produits animaux. Quand on passe à l'étage supérieur, le rendement il est divisé par 10. Il faut 10 protéines végétales pour faire une protéine animale. Donc il faut plus de terre. Il faut plus de surface, c'est évident. Donc comme ils sont plus autosuffisants sur leur territoire et qu'ils veulent garder ce modèle alimentaire, ils ont besoin d'aller chercher les terres ailleurs. Donc l'Afrique, et même chez nous. Donc on l'a vu, le budget pour l'achat de la terre, c'est secondaire pour eux. Et ça vous inquiète davantage? Ah oui, oui. Et puis après, il peut y avoir d'autres phénomènes. C'est une vision industrielle aussi de l'exploitation agricole. Alors que on voit bien que ces gens ne ramassent que la crème, que le plus facile. Mais justement, une autre agriculture, une agriculture paysanne,
en fait, va beaucoup mieux valoriser la terre à l'hectare. C'est-à-dire qu'on va avoir des productions diversifiées, qui fait que ce qui sera produit sur un hectare sera beaucoup plus efficace que cette agriculture industrielle qui se targue de gros rendements à l'hectare. Mais en fait, ces gros rendements, ils sont obtenus uniquement parce qu'on y met des intrants chimiques. C'est-à-dire quand on enlève les intrants chimiques, ils ne savent même plus faire d'agriculture, ces gens-là. Et il faut inventer un autre modèle, une autre agronomie, complètement différente. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, parce que c'est des histoires de spécialistes, mais il existe aujourd'hui d'autres modèles agronomiques que ce modèle industriel, qui est condamné. Il est condamné. Il se fait avec du pétrole. Aujourd'hui, on mange du pétrole. Dominique Potier, vous vouliez réagir? La question que nous pose l'investissement chinois, c'est celle finalement de ce qu'est le droit du sol dans une nation. Est-ce qu'on peut considérer que l'espace rural est un supermarché, que le plus puissant dans le monde? Est-ce que la planète est un supermarché? Est-ce que notre espace rural est un supermarché? Avec Freddy, avec beaucoup d'autres, avec l'ensemble des syndicats français avec qui nous avons travaillé sur cette loi, avec des députés qui vont d'une partie de la droite, là il y a une ambiguïté, du centre, de la gauche dans sa diversité, nous avons considéré qu'il fallait légiférer et ne pas abandonner. Il fallait colmater les brèches et il fallait faire une loi pour le XXIe siècle. Ce combat n'est pas terminé parce que notre Constitution protège particulièrement le droit de propriété et le droit de société. Elle le fait pour des raisons historiques liées à la Révolution française, au rapport au roi et à la toute-puissance du roi. Désormais, cette liberté de la société, cette liberté de propriété doit être relativisée par rapport à l'actualité du monde, par rapport à la nécessité de considérer la terre comme un bien commun. Il faut favoriser l'installation. La loi que vous aviez proposée et fait voter d'ailleurs pour faire barrage aux sociétés financières. A été dénoncée par une partie des députés. Voilà, le texte a été en partie censuré par le Conseil constitutionnel. Qui sont les adversaires qui ont fait échouer votre loi? Puisque vous me dites qu'a priori, tout le monde est à peu près d'accord. Pas tout le monde, justement. Il y a 60 sénateurs et députés, les Républicains, qui ont dénoncé un recours, qui ont fait un recours au Conseil constitutionnel, qui sont appuyés sur des arguments qui relèvent de l'époque plutôt du 19e siècle, mais qui aujourd'hui permettent aux sociétés d'être des sortes de boîtes noires qui échappent aux régulations du commun des mortels. Et qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas voulu de ce texte qui prévoyait justement d'éviter les failles? Parce que fondamentalement, il y a aujourd'hui dans notre pays des personnes qui considèrent que le droit de propriété est absolument sacré, alors que dans l'après-guerre, le droit de celui qui travaille était protégé par rapport à celui qui possédait la terre. Il y avait un équilibre qui a été fait. Certains veulent renforcer le droit de la propriété, et puis d'autres, plus libéraux, considèrent que la terre est une marchandise comme les autres, et que c'est le marché qui doit dicter la marche du monde. On sait que ça serait la fin du monde, et c'est pour ça qu'on se bat contre eux, et qu'on dit qu'il faut que la puissance publique régule l'agriculture, qui ne pourra jamais être une activité comme les autres. Moi, je crois beaucoup que les rapports entre la ville et la campagne, le juste commerce, l'agroécologie et le partage du foncier sont les clés pour nourrir la planète. C'est ce que nous dit une étude de l'INRA qui a été produite, qui fait une projection sur 10 milliards d'habitants en 2050. Si on sait partager, si on échange de façon juste, si on produit de façon intelligente, comme Freddy le disait, on revient sur la terre, qui est un bien commun. On peut nourrir la terre. Alors, vu le rythme effréné des disparitions des terres agricoles, d'après nos calculs, depuis le début de cette émission, en 1h10, environ 6 hectares de terres agricoles ont disparu. Alors, Freddy Le Sceau, que peut-on faire? Que peuvent faire les citoyens qui veulent agir? Alors, moi, j'ai fait beaucoup d'interventions sur des sujets un peu catastrophiques et les gens nous demandent toujours ce qu'ils peuvent faire. Alors là, il y a une marge de manœuvre. C'est-à-dire que là, le citoyen, il a vraiment une marge de manœuvre. C'est-à-dire que son alimentation est primordiale. D'abord, il peut choisir une alimentation industrielle de basse qualité qui va générer tous les problèmes collatéraux que l'on peut connaître. Bon, je ne vais culpabiliser personne, donc je ne vais pas en nommer, mais on en connaît. Il peut aller vers donc une nourriture plus localisée dans la mesure des circuits courts. Possible, les circuits courts. Et il peut aussi manger moins de viande. Alors, je ne dis pas de viande, hein, parce que ça serait une erreur. On a besoin des animaux en agriculture. Merci. Ouais, vous êtes concerné, vous élevez des vaches. Les animaux sont là pour valoriser tout ce qui pousse et qu'on ne peut pas manger nous-mêmes. On digère assez mal l'herbe et les bovins sont particulièrement adaptés à manger de l'herbe et la transformer en du lait, du fromage qu'on apprécie. Mais c'est la quantité le problème. C'est pas voilà. Hein. Donc nous, citoyens, pour préserver ces terres, on peut manger différemment. Manger différemment, la provenance et la qualité et la quantité. Ça, c'est sûr. Dominique Potier. Freddy a bien résumé. On vote d'abord dans notre mode de consommation. Par l'assiette qu'on choisit, on doit mettre
l'argent nécessaire pour la dignité, la reconnaissance des travailleurs de la terre que sont les paysans. D'abord, la dignité des paysans, c'est une des clés de l'avenir du monde. Donc, en choisissant son alimentation par rapport à des tas d'autres biens de consommation qui sont beaucoup moins utiles et parfois plus polluants, on fait un choix politique clair. Le deuxième choix, c'est l'épargne. On peut choisir d'être dans les bulles spéculatives et vos banques vous proposeront des tas de choses. On peut choisir d'être dans des fonds participatifs pour le développement international, pour soutenir une agriculture paysanne. Donc c'est un choix de liberté pour beaucoup de Français qui peuvent faire. Puis le dernier, il est tout banal, on allait l'oublier, quand on vote, on peut demander à son député, est-ce qu'il est pour que l'agriculture soit une marchandise comme les autres, qu'on transporte du bœuf, du lait à travers l'Atlantique, que le plus riche possède toute la terre, qu'on fasse n'importe quoi, n'importe où, ou est-ce qu'il veut qu'il y ait une puissance publique qui régule le monde? Eh bien voilà, déjà des bonnes idées pour préserver les terres agricoles. Dominique Potier, Freddy Le Saux, merci beaucoup à tous les deux d'être venus répondre à nos questions sur le plateau de Pièces à Conviction. Je vous rappelle que des élections municipales doivent se dérouler le 8 octobre à Tournu, comme nous y oblige le CSA. Voici la liste des candidats. Claude Roche, tête de liste Ensemble Tournu Avance, Christian Bernard pour Au cœur de Tournu et Bertrand Vaux, Tournu Citoyen. Voilà, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle enquête. Je vous souhaite une très belle fin de soirée.